Espace 2. Bonjour, redécouvrir Tchaïkovski, grâce à vous Bertrand Roulet. Soyez les bienvenus, c'est Musique en mémoire. Venu du passé, la voix de Tchaïkovski, bien présente. Votre voix, Bertrand Roulet, bonjour. Bonjour. Pour redécouvrir Tchaïkovski, Terra Incognita, aviez-vous envie de sous-titrer cette émission, Il est question aujourd'hui encore de cet opéra Tcherevichki de Tchaïkovski, 1874 pour l'année de composition, très rapidement résumé. Quelques épisodes libertins. Voilà, une jeune fille, Oksana, son fiancé, Vakula, le forgeron. Et puis Vakula a une mère, Soloka, une mère, on va dire, au fort tempérament, même très sensuelle. Elle a la quarantaine et elle fricote avec un diablotin, avec un diable, avec un démon. En tout cas, ils vont faire des chevauchées de ballet ensemble et on imagine même un peu plus. Et puis à l'acte précédent, Soloka recevait le diable qui a pris peur et qui est allé dans un sac de charbon. Et puis elle recevait tous les notables de la ville qui se sont tous entassés dans d'autres sacs de charbon. Oui, avec toutes ces visites successives, ils allaient se cacher. Et c'est maintenant l'entrée de Vakula, tel que Gogol le décrit. Alors Vakula, donc le fils de Soloka, le forgeron. Gogol, oui, parce que ce livret de Tcherevichki est est inspiré par les soirées du hameau, une nouvelle ukrainienne de Gogol. Et donc voici, à propos de Vakula, du forgeron. Là-dessus, le forgeron s'accroupit auprès des énormes sacs, en resserrant les attaches et se disposa à les faire basculer sur ses épaules. Mais manifestement, ses pensées erraient Dieu sait où, car sinon, il n'eût pas manqué d'entendre le sifflement qui échappa à Tchoub, l'un des locataires de ces sacs, donc. À Tchoub, au moment où le cordon qui attachait le sac tordit ses cheveux et les hoquets fort audibles qui secouaient leur robuste mère, un autre locataire des sacs. « Je n'arriverai donc pas à me l'ôter de la tête, cette mauvaise Oksana, disait le forgeron, sa fiancée Oksana. Je ne veux pas penser à elle, et je ne peux pas m'en empêcher, et comme par un fait exprès, je ne peux penser à rien d'autre. Pourquoi faut-il qu'une idée vous poursuive ainsi, malgré vous? Mais diable, on dirait que les sacs sont plus lourds qu'avant. Il doit y avoir encore autre chose que du charbon là-dedans. Imbécile que je suis, j'oubliais que tout me paraît plus lourd à présent. Dans le temps, je pouvais plier et déplier dans ma main une monnaie de cuivre et un fer à cheval, et maintenant j'arrive même plus à soulever des sacs de charbon. Il suffira bientôt d'un coup de vent pour me renverser. Non, s'écria-t-il après une pause, en reprenant soudain courage, je serais une femmelette, moi, je ne permettrai pas que l'on se moque de moi. Donnez-moi 10 sacs comme celui-ci, et je les soulèverai. Et d'un mouvement plein d'entrain, il fit basculer sur son épaule des sacs que 2 solides gaillards n'auraient pas soulevés. Alors, contrairement à tous les clichés sur Tchaïkovski, il faudra attendre cette scène pour qu'on entende des accents plus douloureux, puisqu'il s'agit d'une vraie passion, puisque nous avions avant des épisodes liés au libertinage. Oui. Alors, cet air de Vakula est construit un tout petit peu comme Lucevan le Stelle dans la Tosca de Puccini, c'est-à-dire qu'on a d'abord la mélodie instrumentale et puis le chant est un peu en retrait. Ça, c'est le violoncelle. Mais l'épisode central de cet air est très particulier parce que l'obsession amoureuse du héros se traduit par une sorte de blocage dans son esprit et de poids avec cette carte, cet intervalle et ces notes accentuées qu'il n'arrive pas à se sortir de la tête. Et c'est comme une fatigue qui l'accable. Donc, d'un côté, un élément statique, mais une invention musicale qui brode et qui se modifie sur cet élément immobile. Ça, c'est très savoureux. On passe toujours d'un épisode à l'autre, strophiquement, chez Tchaïkovski, dans le cours d'une modulation.
Et enfin, c'est le ténor vraiment qui chante la mélodie. Donc, ce qui donne, par rapport à l'histoire, un air très original dans sa construction. Вот уж и год прошел, и снова зовут меня колядовать. А мне и дом родной не мил, страсть извела, и сохну я, как подколодная змея. Тоска сосет меня, тоска. На что похож я стал? Мешки те едва поднять могу. Давно ли гнул я пятаки, давно ли подковы мог ломать, порядком был таки здоров. И что же, с углем 2 мешков не в силах за дверь проволочь, поднять их на спину не вмочь. Ах, мне опостылый дом родимый, лучше умереть, чем так страдать. День-деньской томлюсь я, ночью сна нет, страсть извела, и сохну я. Что же ты сосешь меня, кручина тоска? Что ж ты, подколодная змея, сушишь сердце, отравляешь душу? Нет, черт возьми, уж захочу и 30 пут проволочу. Да вот еще один мешок с собою в руку захвачу. Тут свой инструмент я положил, с Богом сила пригодится. Мама, сторонися. D'un côté, on a Vakula, le forgeron, un bon gars, plein d'amour pour sa fiancée. Sa fiancée Oksana, qui parfois le malmène, le rudoie un peu. Et d'ailleurs, à la scène suivante, elle invente un défi pour lui, Bertrand Roulet. Elle lui dit « Ok, je t'épouserai, à condition que tu me rapportes les bottines de la tsarine. » Elle a vu une amie qui en a de très jolies, et puis elle finit par résumer ses exigences. En fait, elle l'aime quand même, par ce défi qui s'exprime par une mélodie brève, qui aurait tout pour être une mélodie célèbre, qui est comme un blason. C'est en fait comme une loi, quelque chose qui est, semble-t-il, hors de portée. Для
une vraie veine mélodique, Bertrand Roulet? Une profusion de mélodies qu'on n'a pas du tout le temps d'écouter. Par contre, ce serait dommage de passer à côté de cette autre variante du défi d'Oksana, défi plus railleur cette fois. Rapporter les bottines de la tsarine, on pourrait penser que c'est infaisable. Et donc Vakula s'en va, il prend sur le dos l'un des sacs. Celui qui contient le diable. Voilà, il laisse les 3 autres sur la place du village. On n'oublie pas que c'est Noël et donc les villageois sont là, pensent que les sacs sont remplis de cadeaux, Bertrand Roulet. Ah bah non, comme ça bouge un petit peu, ils ont l'impression que ce sont des victuailles et même qu'il doit y avoir des cochons là-dedans, ils se disent. C'est pas faux en même temps. C'est pas complètement faux. Et tout ça se fait avec une surprise qui est évidemment aussi musicale. L'accord final, c'est en fa majeur, parce que c'est le coup de théâtre quand on ouvre ces sacs et on voit tous ces cochons qui sont à l'intérieur. Oui, vous voulez dire les notables du village? Oui. Mm-hmm. Et alors, tout va se faire harmoniquement depuis la dominante de fa majeur, c'est-à-dire sur la quinte. Donc, voilà la fonction basique. Et ce sera sur les épaules de la dominante que divers accords vont s'édifier. Alors, la surprise en ouvrant chacun des sacs, c'est un carrousel au fond d'accords qui tournoie presque sur tous les degrés. C'est presque déjà du dodécaphonisme avant l'heure. Hein. Là, on n'est pas loin de notre tonalité finale. Et puis c'est le chœur qui a une exclamation. Et maintenant, surprise sur cette même note pivot d'Oksana qui reconnaît son père. Et c'est seulement maintenant que, avec cet effet de surprise burlesque, il s'en sort en disant « Ah, je vous ai bien eu ». Oksana qui redécouvre son père, donc Tchoub qui sort du sac, l'un des locataires de ces sacs, puisque c'était l'un des soupirants de Soloka, hein, on rappelle ça juste. Oui. On écoute ça? Volontiers, oui. Славную сыграла с вами штуку.
Rideau, fin de l'acte 2, passons à l'acte 3 de Tcherevichki, de Tchaïkovski, Bertrand Roulet. On a laissé Vakula partir désespéré de ne pas pouvoir apporter les bottines de la tsarine, évidemment. Il arrive au bord de lac, il a l'envie de se jeter à l'eau, désespéré, avec son sac sur l'épaule. On n'oublie pas que dans le sac, il y a le diable. Et là, que se passe-t-il, Bertrand ? Alors là, on se retrouve, puisqu'il est pris par cette douleur assez extrême, et toute sa sensibilité est exacerbée, on se retrouve devant un tableau de nature, mais qui est très particulier. C'est une nature qu'on voit avec les yeux, ou qu'on entend avec les yeux ou les oreilles du rêve. On peut imaginer comme cette nature qui baignerait dans des champs de force ou des auras qui leur confèrent une expression féerique particulière où il y aurait des entités. Donc c'est une manière particulière d'exprimer ça. Et je vous propose de vous montrer le prélude du 3e acte qui a cette faculté de tisser diverses mélodies à partir d'un motif très simple. Et ça c'est tellement Tchaïkovski, cette sorte de sourire, de grâce faite de transparence féerique. Ce motif est tellement simple que ce sera très facile d'en suivre les transformations. Avec la couleur des flûtes, il y a une connotation de fraîcheur. Et maintenant, il y a une mélodie qui va s'esquisser avec des étagements d'entrées successives. C'est à la fois gracieux et assez polyphonique. Et maintenant, une figure d'interlude aussi canonique. Et ici, alors vraiment, on va s'évaporer dans quelque chose d'encore plus éthéré. On reconnaît notre motif si simple là. Et là, on arrive dans cet état de sylphe et de fée qui faisait dire à Victor Hugo, dont je ne sais plus trop quel poème, qu'en comparaison, les papillons sont lourds et laids, tellement on est dans quelque chose de translucide. Ici, on entend les harmoniques de la harpe, c'est-à-dire qu'on effleure une partie de l'accord tout en jouant, ce qui donne une note encore plus perlée, lunaire, encore plus éthérée, une note encore moins réelle. Toujours notre note harmonique de harpe. Et maintenant, le motif va former une mélodie plus ample et plus généreuse. Qui va s'orner du motif léger de l'interlude. C'est comme des voiles translucides, mais qui vont suffire à vêtir des fées dont le corps est fait de rayons de lune. Et puis après, on a de nouveau notre motif, mais cette fois c'est peut-être Vakula qui approche de la rive avec sa carte et ses notes obstinées qui l'alourdissent. Une mélodie en tierce parallèle.
C'est tellement simple, ça paraît couler de source, parce que le génie de Tchaïkovski, c'est que tout est dans l'évidence de la mélodie qui parle avec quelque chose de clair et d'immédiat. Notre motif de l'interlude. Le bord de ce lac enchanté, donc, peuplé de ces créatures, Bertrand Roulet. Qui sont maintenant une voix intérieure de Vakula, ces sirènes, ces roussalkas qui chantent dans un élément liquide mais emprisonnés sous la glace. Il fait froid ici, il fait noir, nous sommes emprisonnés dans des profondeurs troubles. Alors c'est un chant qui est à la fois extrêmement gracieux, on croirait voir onduler des algues presque dans un paysage sous-marin. C'est à la fois sensuel et étrange et glacé. Il y a un courant qui est toujours plutôt dans les graves. Montrez-nous ça. C'est à la fois une plainte, mais une invitation en même temps. On peut être saisi de vertige, j'ai envie de rejoindre ces créatures. Un rythme à 5 temps d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Elles aperçoivent la lune à travers cette couche de glace. Vous sentez ce balancement irrégulier, très insolite en fait, et un peu impressionniste. Et là, ici, il y a un esprit de la forêt, le liéchier, qui dit mais qu'est-ce que vous avez à vous plaindre comme ça, laissez-moi dormir. Donc toutes ces entités en fait ne sont pas humaines et c'est un dialogue enchanteur. Écoutons-le, si vous êtes d'accord, dans la version avec orchestre et voix de ce Tcherevichki de Tchaïkovski.
Ces abords du lac enchanté, Bertrand Roulet. Alors à deux niveaux, hein. D'un côté il y a ce qui se passe sur la scène, et puis vous l'avez dit depuis le début de cet opéra, il y a les sentiments, les mystères de l'intérieur de ces personnages. Que ce soit du point de vue psychanalytique ou initiatique au niveau des légendes, il y a toujours chez les héros un besoin de se connaître, d'être un homme entier, donc d'explorer ses désirs, d'explorer son inconscient. Donc il y a une connotation de régression, donc d'une épreuve soit dans une grotte, soit d'un ensevelissement ou d'être plongé dans une mer profonde. Et là, ben justement, c'est l'appel de ces créatures aquatiques. Qui semble dire « Viens, viens, laisse-toi engloutir ». Et puis, le héros doit, au fond, dans son épreuve, subir une sorte de mort symbolique. Et cet inconscient est toujours lié à la mer. Et c'est vraiment le cas, puisque le diable qui apparaît, c'est vraiment aussi la libido de sa mère. La libido de sa mère, donc la libido de Soloka, cette sorcière, Vakula le forgeron, là avec le diable sur l'épaule en quelque sorte. Hein. Oui, mais va-t-il juste se laisser entraîner par le courant ? Le diable lui dit, soit tu finis tes jours dans une tombe liquide, donc soit tu es dans le total désespoir, les émotions te submergent, soit tu me vends ton âme et Oksana t'appartiendra, donc de rester complètement vissé dans un mal-être prêt à faire n'importe quoi. Oui, vendre son âme au diable, on connaît ça en même temps. Mais alors c'est justement ce qu'il va lui proposer avec une idée de pacte qui se fait toujours avec une idée de loi, donc de gamme, et tout ça, ça nous rappelle le bon vieux temps quand on parlait de la lance de Wotan et de tout ce qui a trait à la gamme, etc. C'est vraiment d'une œuvre à l'autre, c'est toujours les mêmes principes. Oui. Ça, c'était un peu le désespoir de Vakula. Donc l'idée du pacte. Et pendant que Vakula dit, alors on va faire ça avec du sang, hein, selon la bonne vieille tradition, je vais chercher un clou. Et Vakula en profite pour prendre le diable par la queue et puis se saisir de lui. Et alors cette force qui aurait dû normalement l'engloutir, s'il avait voulu la combattre ou l'épuiser en disant voilà c'est le mal, il faut que je le... Non, il va s'en saisir, il va la dominer, il va la faire sienne, et puis il va s'en servir comme d'un moyen de locomotion, il va être propulsé par cette énergie qu'il a intégrée. Et ce grand gaillard tout simple en fait, qui grâce à ça gagne contre le diable, gagne sur le diable. Voilà, et en fait, porté par lui, il va lui ordonner de l'emmener au palais de la tsarine, chercher les Tcherévitch. Et voilà ce que Gogol, dans sa nouvelle Les soirées du hameau, qui a donné donc lieu à ce livret, écrit, Gogol donc, Vakula commença par avoir très peur lorsqu'il fut monté si haut dans le ciel qu'il cessa de voir ce qu'il y avait à ses pieds, et telle une mouche passa si près de la lune que, s'il n'avait légèrement baissé la tête, il l'aurait sûrement accroché de son bonnet. Il faisait exprès de lever le bras comme pour se gratter la tête, et le diable, pensant qu'il allait lui faire un signe de croix, volait plus vite encore. Tout était lumineux là-haut, l'air rempli d'un léger brouillard argenté était transparent, et que n'y voyait-on ? Un sorcier assis dans son chaudron qui passa tout près d'eux en coup de vent, des étoiles qui se rassemblaient pour jouer à cache-cache, un peu à l'écart moutonnant comme un nuage, tout un essaim d'esprit, un diable qui dansait au clair de lune et qui ôta son bonnet en apercevant le forgeron emporté au galop de sa monture, un balai qui s'en revenait tout seul, sans doute après avoir conduit une sorcière à son rendez-vous, et ce n'est encore qu'une faible partie des saletés qu'ils rencontrèrent. Chacune, lorsqu'elle apercevait le forgeron, s'arrêtait un instant pour le regarder, puis poursuivait sa route et reprenait ses occupations. Le forgeron volait toujours, et soudain il aperçut Saint-Pétersbourg qui scintillait, tout ruisselant de feu. Сурман, ну хорошо, неси меня сейчас, царица!
Diogenes! Vakula et le diable atterrissent à Saint-Pétersbourg. Retour au synopsis du livret, donc cette fois, de Tcherevetchki. Vakula et le diable atterrissent à Saint-Pétersbourg et sont menés à la salle de bal. Les courtisans félicitent la tsarine. Son Altesse chante alors une ode à l'éloge de la tsarine et les victoires des Russes en bataille. Vakula entre et est présenté à son Altesse. Il lui demande une paire de bottines en or, comme celle de la tsarine. La cour s'amuse de la demande de Vakula et on la lui accorde. Oui, parce qu'il a quelque chose de frais, de naïf, et il y a un contraste évidemment saisissant avec toutes les danses populaires, la verdeur des actes précédents, et puis maintenant cette musique de cour, que personnellement je trouve tout à fait passionnante aussi. On n'a pas le temps de tout écouter, loin de là, mais il y a par exemple une polonaise qui préfigure la célèbre polonaise de Jean Onegin, Oui. précédée toujours par ces fameuses pistes de décollage dont j'avais parlé, donc une note tenue et puis des accords qui se lèvent comme une promesse d'éclat, comme un lever de soleil. Il y a donc une progression, elle est très très longue, avec l'idée de la gamme, donc de l'ordre établi du pouvoir, qui est assez omniprésente. C'est comme si on voyait descendre des cintres de solides poutres sur lesquelles l'édifice va s'établir. Arrivons maintenant avec cette polonaise qui est au fond avec des accents elle aussi déplacés, pas seulement sur le premier temps mais aussi sur le troisième temps. On a déjà vu ça souvent, oui. Premier temps, troisième temps. Ça, c'est l'élément russe, il est peut-être dans les basses, ici. Avec l'idée de la carte, ce genre d'archaïsme. Ça, c'est russe. Ce genre de battement d'ailes aussi, c'est très très tchaïkovskien. Oui. Un trio, un passage plus lyrique qui est remarquable par le fait de ces carrures irrégulières, une fois 4 mesures, une fois 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est aussi toujours le cas, donc cette structure à 7 dans le passage en mineur. Un groupe de 4 mesures et maintenant un groupe de 3. On pourra aussi remarquer une volonté de néoclassicisme
qui diffère du classicisme naturel, parfois, du langage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans la constellation d'éléments qui forment un langage, tous ne sont pas datés d'une époque. L'idée de carrure claire, d'aspect très articulé, par exemple, peut se retrouver dans un langage romantique de Tchaïkovski. Mais il y a aussi la démarche de vouloir évoquer une époque ancienne et d'aller dans le sens de la parodie. Et c'est donc d'engranger plus d'éléments classiques dans l'idée d'un regard en arrière. Là, ce serait par exemple les tierces parallèles. Et puis la simplicité de l'harmonie qui évoque vraiment une musique du XVIIIe siècle. Il y a toujours quand même le petit détail qui reste tchaïkovskien, par exemple ça. On aurait autrement... Ou bien... Mais d'avoir quand même cet accord-là, ça ne serait pas de la période classique. Ça ferait un accord de 9e. Ça, ce serait encore classique, mais... Par contre, dans la partie centrale de cet épisode gracieux, là, on retrouve un langage plus résolument romantique et tchaïkovskien. Par exemple, l'idée du canon, d'une basse qui répète le thème, ça, il a de toute façon dans son style. Mais là, c'est juste, maintenant, il va revenir en simplifiant son harmonie à une idée de perruque et de dorure d'un autre temps. Avec ce jeu stylistique. Toute la scène est beaucoup basée sur ce genre de différence. Qu'est-ce qu'on fait? On a le temps de l'écouter? Je ne crois pas. Je vous propose tout de suite d'entendre un duo belle-fille, belle-mère, très harmonieux. Voilà. Alors attendez, on est à l'acte suivant. Donc le diable et Vakula ont pris congé auparavant de la cour. Ils ont emporté avec eux ces souliers de la tsarine. Et puis acte 4, au village, Soloka, la belle-mère, et Oksana, sa belle-fille, s'attriste sur le sort de Vakula, puisqu'elle le croit perdu, en fait, elle le croit mort, elle le croit suicidé. Bertrand Roulet. Et elles unissent leur angoisse dans un duo chromatique.
chromatique, Bertrand Roulet. Duo chromatique. Je voulais dire... donc les notes les plus resserrées. Et dans l'expression de cette douleur, il y a un passage plus loin qui montre encore de nouvelles palettes dans ces couleurs sombres. Avec le thème normalement gaillard de Soloka. Mais ici dans les basses... donc, tim-pom. Et puis la carte obstinée de la tristesse de Vakula. Donc jusqu'au bout, cette cohérence motivique est vraiment assez étonnante. Рассердила я милого, да и погубила. Le chagrin de Soloka et d'Oksana, mais là on est sur autre chose. Qu'est-ce que c'est? Pas parce qu'il y a d'autres épisodes, là. Je suis pas en train de vous presser l'opéra comme un citron pour essayer de vous montrer juste les meilleures gouttes. Tout est riche, et puis il y a des épisodes secondaires que je n'ai pas le temps de développer. Il faut qu'on arrive au retour triomphal de Vakula revient. Vakula, mais oui. c'est plutôt une force calme et un accroissement de maturité qui lui fait reprendre ses anciens thèmes d'amour avec les épreuves qu'il a traversées. Il y a même une certaine gravité en lui maintenant. Je vous propose d'écouter ça. Я не угодил тебе. Бей ты меня, бей, батька, сколько хочешь, каюсь. Во всем тебе я каюсь. Виноват, виноват. Oksana est folle de joie de voir Vakula. Elle rit quand il lui montre les souliers de la tsarine, en déclarant qu'elle désire Vakula, pas un cadeau. En l'occurrence, on dit de quelqu'un que c'est pas un cadeau. Là, c'est elle le cadeau, en quelque sorte. Tchoub, le père donc de la jeune fille de nos couples, sa bénédiction. Et les villageois célèbrent le mariage de Vakula et d'Oksana dans le chant et dans la danse. Fin de l'opéra Tcherevichki. Et l'aboutissement de ce mariage heureux se fait avec l'officialisation d'un thème lyrique et d'une basse régulière de gamme. On va retrouver cette gamme dans la fin de l'ouvrage lorsqu'il s'agit des bénédictions du Père. Donc on a toujours donc des degrés descendants. Et puis ça, c'est comme une guirlande qui vient elle aussi de l'idée de gamme. La preuve, c'est que plus loin, ce petit motif est en ralenti.
puis cet accord clair, solide, hein, qui était comme une tonalité centrale dans toute cette scène, maintenant, elle est célébrée par des joueurs d'instruments folkloriques qui arrivent sur scène, des instruments à cordes. Et ça, c'était une tonalité donc fondamentale qui se trouve relativisée maintenant, comme si on ouvrait un grand angle, un nouvel éclairage, et ce n'est qu'un degré secondaire de la grande mélodie finale du chant de Noël, collectif par excellence. Et je ne crois pas anodin de voir dans les contrepoints de ce thème une signification, c'est-à-dire que le désespoir, la lourdeur des peines de cœur de Vakula, maintenant exprime justement sa joie de vivre et sa victoire. Et toutes ces forces du diable, etc., ne sont pas combattues dans un élan moraliste. On pourrait dire au contraire qu'elles sont intégrées, qu'elles ont été transmutées. Les thèmes de la tempête, par exemple, ce déchaînement aveugle qu'il y avait au début du premier acte, se voit ici transformé dans les basses de l'épisode final. Voilà, rideau. Donc on arrive à la culmination de notre Tcherévitchki. Quel plaisir de cette analyse, Bertrand Roulet. Tchaïkovski, épisode 3, vous revenez quand vous voulez, vous savez ça. À bientôt. Merci beaucoup et merci pour lui parce que quelle musique. On écoute la fin. О, собира
сейчас говорил. Как ты голос оформил? Tcherevichki, cet opéra de Tchaïkovski que vous nous avez fait redécouvrir ou découvrir, comme auparavant au début de la semaine, la 3e symphonie de Tchaïkovski. Grand merci de votre visite ici, Bertrand Roulet. C'est toujours un énorme plaisir de vous recevoir. On remercie aussi ensemble Gérald Yestan pour sa réalisation, ici dans Musique en Mémoire, et puis Isabelle Watson pour son assistance à la production, proposition de Jean-Luc Rieder. Il est 15h.